Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis aujourd'hui en compagnie de Samuel, qui est psychologue du travail et qui va nous présenter son métier aujourd'hui. Bonjour Samuel. Bonjour Aurélie. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui et d'en savoir un peu plus sur ton métier. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous dire qui tu es? Ouais, ça marche. Bah, écoutez, je m'appelle Samuel. Je suis effectivement psychologue du travail et de la santé. J'ai mon cabinet ici est situé dans le nord Franche-Comté, à l'intersection entre l'Allemagne, la Suisse et l'Alsace. Et ça fait à peu près une dizaine d'années du coup que je suis psychologue du travail. Ok, et qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier? En fait, j'ai eu plusieurs expériences professionnelles par le passé. C'est pas ma première expérience et du coup, avec une formation initiale en psycho, j'ai pu observer plein de trucs différents dans les différentes expériences professionnelles que j'ai pu vivre. Puis j'ai eu l'opportunité de pouvoir terminer un cursus de psycho. Et c'est vrai que du coup, il y avait la psycho du travail qui s'ouvrait, qui commençait vraiment à se développer il y a une dizaine d'années. Et du coup, je me suis engouffré là-dedans et sans regret parce que c'est vraiment un super job qui est souvent méconnu en termes de pratique, mais qui est extrêmement diversifié et extrêmement riche. Ok, et donc, est-ce que tu peux nous décrire ton métier justement, nous le faire Ouais, bien découvrir sûr. un peu plus? Il faut comprendre qu'effectivement, les psychos du travail vont s'orienter dans différentes branches. Ça va pas tout être toutes les mêmes. Pour ma part, j'ai trois grands domaines où je dépense mon temps professionnel. Le premier, on va dire que c'est le plus classique, c'est celui que vous imaginez lorsque vous pensez à un psychologue. C'est un cabinet, deux canapés et on discute. Donc j'ai des patients, pas beaucoup parce que j'ai pas vraiment beaucoup de temps pour cela, mais en tout cas j'ai une activité classique de psychologue où j'ai des patients et où je les accompagne. Bien évidemment plutôt dans une orientation professionnelle, mais pas que. Le deuxième volet, c'est un volet de formation qui se développe de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de demandes d'entreprises, d'associations, de professionnels qui veulent mieux appréhender et mieux comprendre ce que sont que les risques psychosociaux, la qualité de vie au travail, comment maintenir une bonne motivation dans les équipes, comment prévenir le burn-out, le stress au travail. Donc ça, c'est le deuxième volet. Et enfin, un dernier volet, et là, on va dire le plus gros en termes de temps et d'énergie, c'est tout ce qui est intervention sur la prévention des risques au sein des entreprises. On intervient et on fait des évaluations, on accompagne direction et ou équipe. Et bien là, dans ce que j'ai pu décrire dans la formation, donc tout ce qui est travail sur les risques psychosociaux, dans de la gestion de crise, dans la négociation, comment est-ce qu'on peut résoudre des problématiques qui sont afférentes aux organisations du travail et à ce qui se passe dans le milieu professionnel. Voilà un peu les trois grands pôles dans lesquels je travaille. Ok, donc soit tu es contacté par les particuliers qui ont un souci, soit par les pros qui veulent mieux organiser la qualité de vie au travail, par exemple. Absolument, c'est exactement ça. Ok. Et donc, comment tu organises tes journées? Mmh. Alors chacun verra un petit peu là aussi comme il le souhaite. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien la diversité. Et c'est vrai que du coup, mes journées de travail sont souvent segmentées de manière assez claire. C'est-à-dire soit je fais de la formation, parce que c'est souvent des journées, soit j'interviens en entreprise, soit j'ai des journées de psy à mon cabinet. Et du coup, je découpe mon planning de cette manière-là. Mais pour te donner un peu une idée sur une semaine, c'est caricatural parce que c'est jamais exactement ça, mais en termes de proportion, j'ai à peu près une journée de cabinet avec des patients, 7 ou 8 patients. J'ai une ou deux journées de formation et le reste du coup dans ce qui est intervention en prévention des risques, c'est ça qui prend le plus de temps généralement. Voilà à peu près la répartition. Ok. Est-ce que tu es amené à travailler le week-end, par exemple? J'évite pour ma propre survie et pour éviter que moi-même je passe en burn-out. Donc j'évite, mais ça peut arriver. Le samedi lorsqu'il n'y a pas vraiment le choix. Que ce soit pour les patients ou pour les entreprises, jamais en formation. Mais autrement, non, j'évite de travailler le week-end. Et de toute façon,
la plupart des demandes et et dans les champs d'intervention dans lesquels on agit, eh bien, c'est principalement quand même lorsque les gens travaillent. Et du coup, hormis travail de nuit ou éléments particuliers, on travaille très rarement le week-end. OK. Et le soir, tu finis tard? Ça va dépendre, là encore, il y a des activités où effectivement, bah, il y a des créneaux où c'est forcément le soir, 18-21 ou ce genre de choses. Ou pareil, lorsque tu interviens dans une entreprise où il y a des travailleurs de nuit, bah, là, tu pas le choix, tu es obligé d'y aller à 20 heures. Mais ça fait partie aussi du job. Mais autrement, je te dirais que en termes de temps de travail, on est plutôt confort avec du 9-17 heures. Il faut que les gens soient là. Mmh. Donc du coup, on est quand même tributaire de cela. Par contre, c'est sûr que dans les interventions en entreprise ou avec de la formation, on est forcément obligé de faire des déplacements. Et au mieux, on a 20 minutes de déplacement. Au pire, on a 4 heures. Et forcément, là, du coup, ça va s'articuler un petit peu d'une manière différente, soit à partir tôt le matin, revenir tard le soir, ou alors à partir la journée, le soir d'avant, ça va dépendre. Voilà un petit peu au niveau du rythme. C'est un peu atypique. Il faut aussi faire. Il y a quelques fois où j'ai déjà pu réaliser que ça pouvait me fatiguer beaucoup, surtout que j'ai plus de 25 ans et que du coup l'âge agit. Mais ouais, c'est assez diversifié et je pense que dans une certaine mesure, on peut adapter notre planning et notre temps, bah, suivant qui on est et suivant nos préférences. Moi, j'ai un peu la bougeotte, mais on peut tout à fait faire mon métier et l'être beaucoup. OK. Et donc, c'est un travail que tu fais seul ou tu as une équipe avec toi? Ouais, alors en fait, bah, alors la plupart du temps, par exemple, les patients, je suis seul, la formation, je suis seul. Par contre, pour tout ce qui est audit et évaluation, je peux solliciter en fait d'autres psychologues du travail pour pouvoir m'épauler parce que lorsqu'on intervient sur des grosses structures ou alors sur des marchés publics importants, on est obligé de s'entourer parce que lorsqu'il faut auditer parfois plusieurs milliers de personnes, bah là, t'as pas le choix. Si tu veux le faire, si tu veux délivrer en tout cas ce qu'il faut dans le temps imparti, pas le choix, on est obligé de collaborer. C'est quelque chose qu'on peut me reprocher parfois de ne rechercher que des psychologues du travail. Bon bah c'est ma came, j'ai des repères par rapport voilà par rapport à ce métier-là. Je sais qu'il y a d'autres cabinets qui recrutent d'autres profils. Pour ma part, je me restreins à cela et puis bon bah tu vas y avoir puis après t'as l'administratif, comptable, etc. Mais ça c'est moins dans l'opérationnel. Oui, puis c'est les personnes avec qui tu collabores pour que ta structure elle tourne, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. OK. Quelles sont les compétences nécessaires pour faire ton travail? Je pense il faut avoir une forme d'empathie ou c'est ce que je dis souvent, il faut faire attention à la manière dont on va recevoir les émotions des gens. Parce que lorsqu'on est en cabinet ou lorsqu'on intervient dans des entreprises, c'est souvent parce que les gens, ben, il y a le feu. C'est rares sont les entreprises qui nous sollicitent parce que tout va bien et qui veulent juste mettre de la prévention en place. Ça existe, mais c'est extrêmement rare. La plupart du temps, il y a des feux qui sont déjà en cours, voire des incendies. Et donc, du coup, les gens sont en grande souffrance. Il y a beaucoup d'émotions fortes qui sont exprimées. Et c'est sûr que il faut avoir quand même cette capacité à prendre du recul, à se dire que en plus les gens ne nous mordent pas ou ne, ne sont pas agressifs vis-à-vis de nous. Être capable aussi d'encaisser parfois des silences, liés à la tristesse, aux larmes, aux pleurs, etc. Et en fait, moi je pense qu'il y a quelque chose là où il faut savoir prendre du recul et ne pas se laisser happer par les émotions des gens ou par nos propres émotions qui vont être provoquées par ces rencontres-là. Ça, je pense que c'est un point important dans la pratique concrète lorsqu'on est à la rencontre des gens. Et le deuxième point qui me semble aussi important, c'est de prendre du recul par rapport à la responsabilité individuelle. Notre cerveau va naturellement prendre parti. Qu'on le veuille ou non, on écoute des personnes, lorsqu'on enquête ou on évalue, on va avoir des partis pris. On va être influencé forcément d'un côté ou de l'autre. Et je pense qu'il y a un gros enjeu à mon sens, eh bien, là aussi, d'être en capacité de prendre du recul par rapport à ce que l'on entend pour éviter là de se laisser happer par un point de vue, par une personne convaincante, mais plutôt de se concentrer, eh bien, sur l'effet objectif, sur ce qui se passe, bien considérer que les entretiens, ils sont asymétriques. On peut pas prendre toutes les personnes à équité lorsqu'on les écoute. Et donc, du coup, là aussi, de prendre du temps, parfois nécessaire, pour ne pas se laisser embarquer dans des raisonnements, et savoir laisser retomber, reprendre les faits pour apporter des solutions et des conseils qui puissent être équilibrés et gagnant-gagnant, enfin gagnant-gagnant en tout cas qui puissent convenir à tout le monde et qui puissent donner du sens et de la perspective
à toutes les personnes. OK. Et donc, c'est pas trop difficile psychologiquement de toujours devoir être objectif et être, centré comme ça? Bah, moi, je dirais que, bah, c'est notre métier. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, on va pas demander à enfin, c'est comme à un avocat d'être rigoureux, d'un commercial, d'être toujours avenant et convaincant. Bah, ouais, ça fait partie de notre métier que de travailler à cette prise de recul et de se pas se laisser embarquer. C'est vrai que ça peut coûter, de l'énergie et surtout, ça va coûter de l'énergie de manière différente suivant les personnes. Moi, j'ai eu un passé où j'ai été officier volontaire de gendarmerie, où j'ai fait d'autres métiers et où effectivement les émotions sont peut-être plus simples pour moi à gérer que d'autres personnes. Pareil, aujourd'hui, j'ai une quarantaine d'années. Ah, c'est plus simple aujourd'hui de prendre du recul que lorsque une personne peut sortir d'études à 23 ans, être déjà psy du travail et s'embarquer dans des premières expériences hein, à ce niveau-là. Donc oui, ça peut être énergivore, ça l'est, et je pense qu'il faut avoir un regard honnête sur qui on est par rapport à ça. Bien sûr qu'on peut acquérir des compétences à ce niveau-là, mais très souvent, je trouve en tout cas à la rencontre de psy, c'est souvent le caractère et la personnalité qui jouent beaucoup. Bien sûr, hein, je pense qu'on peut acquérir ces compétences. Il y a quand même un gros truc au départ qui facilite la vie ou alors qui peut avoir provoqué des désagréments dans notre OK. Et donc du coup, quand tu un peu trop chargé, tu te tournes vers des collègues pour décharger un petit peu justement? Alors, il s'avère que, ma mon épouse est également psychologue et et du coup, c'est assez simple et enfin, on a des rituels et puis, du coup, c'est vrai qu'on parle quand même de notre travail voilà, en gardant la confidentialité, bien évidemment, même si on est sur des champs qui sont très différents. Elle est dans le développement de l'enfant et moi, je suis dans tout ce qui est travail et santé. Mais avec le respect de la confidentialité, ouais, on se partage des choses, mais surtout des choses que l'on vit intérieurement. C'est pas tant les situations et c'est surtout voilà, le travail intérieur et le vécu intérieur que l'on peut avoir, bah, parce qu'il y a des situations qui nous touchent plus que d'autres. Vous avez, je vous donne un exemple comme ça parmi tant d'autres qui s'éloignent un peu du travail, mais lorsque vous avez des parents, un père qui vient écrouler à votre cabinet parce qu'il vient de perdre son enfant, que son enfant a exactement le même âge que le vôtre, etc. Ça renvoie forcément des choses. Notre cerveau, il fait des liens très facilement. Mmh. Et c'est sûr qu'il y a des vécus émotionnels comme ça, ben voilà, où c'est intéressant et c'est important de pouvoir en parler lorsqu'on en a le désir, tout en sachant que c'est aussi un mythe de croire qu'il faut absolument en parler pour aller mieux. Ça, c'est pas quelque chose de fondé scientifiquement. C'est quelque chose, on va dire, de bon sens parce que le lien social fait du bien, mais il faudrait aussi être prudent de pas être dans l'injonction à il faut forcément que je me trouve quelqu'un pour en discuter. Ça, c'est pas une réalité scientifique par rapport à notre fonctionnement, mais je pense que c'est bien de le faire et que si on a l'opportunité de le faire dans un cadre sécurisant, bah ouais, autant ne pas s'en priver. OK. Bon, et quels sont les débouchés dans ta profession? Est-ce qu'il y a un fort besoin de praticiens tels que toi? Alors ça, je trouve, cette question, on me la posait pas beaucoup avant, et aujourd'hui, j'ai l'impression que toutes les semaines on me la pose. Et ce qui est intéressant, c'est que récemment, j'ai lu du coup la réponse à cette question. En Europe, en moyenne, il y a 18 psychologues pour 100 000 habitants. 18 pour 100 000. En France, on n'en a que 11 pour 100 000 habitants. Moi, je suis pas sur des plateformes de prise de rendez-vous, etc. Il suffit de pas grand-chose pour avoir un planning vite rempli. Je te donne un exemple dans mon secteur. Sur les 7000 EHPAD en France, il y en a moins de 10% qui ont déclenché des audits, des évaluations ou des processus de qualité de vie au travail ou de prévention des risques psychosociaux. Il y a un besoin qui est immense. On n'est pas très connu. On mérite, je pense, à être plus connu, mais je pense que ça aussi, c'est aussi par rapport à notre formation. On ne nous apprend pas à nous vendre, à nous mettre en exposition et à montrer ce que l'on sait faire. Mais il y a un besoin très, très important. Il y a 10 ans en arrière, j'entendais encore les profs dire, ah, mais vous savez, c'est dur d'être psychologue, notamment libéral, essayez de trouver des petits temps partiels à droite, à gauche. Je crois que c'est plus du tout le cas et les chiffres parlent pour nous. Il y a un besoin croissant. Certains le mettent en perspective avec le Covid. Je nuancerai en disant que avant le Covid, il y avait déjà eu une augmentation croissante des demandes et le Covid a été un peu un accélérant. C'est pas le Covid qui a provoqué, mais le Covid a révélé et a accéléré un petit peu la mise en conscience des besoins, la souffrance des gens et aujourd'hui, il y a un besoin qui est extrêmement important. OK.
toi, j'ai bien compris que tu avais réussi, tu es psychologue, donc du travail et puis du coup, tu fais de la formation et tu interviens. Donc en fait, il y a plein de possibilités d'évolution dans ton métier. Ouais, bah moi c'est aussi ça que j'aime bien dans mon métier, et notamment en libéral, c'est qu'il y a vraiment énormément de possibilités. On parlait en off de bilan de compétences, de reconversion, etc. Il y a je sais qu'il y a des cursus de psy du travail qui sont spécialisés aussi là-dedans. Il y a des groupes d'analyse de pratiques professionnelles que je peux faire aussi, où du coup on accompagne les professionnels dans leur réflexion par rapport à leurs pratiques. Enfin, il y a vraiment beaucoup de possibilités. À chaque fois qu'on va dans une entreprise, en fait, des entreprises elles sont tellement différentes que tu as plein de secteurs et donc du coup tu as plein de manières de travailler. On ne travaille pas avec le ministère des Armées de la même manière qu'avec un EHPAD et du coup il y a une diversité qui est effectivement extrêmement importante. Il y a enfin c'est un marché qui a pas de limite. Il y a de la place pour tout le monde et ouais c'est plutôt chouette en fait d'être aujourd'hui dans cette dynamique là où il y a une vague là qui est là et qui permet vraiment d'être très diversifié et d'avoir une très grande richesse dans notre pratique. OK et donc c'est une activité viable alors financièrement? Ouais, ouais. Alors, il y a deux manières de le voir. Il y a effectivement, je vois hein, qu'il y a beaucoup de psychologues du travail qui sont salariés. Alors, on en voit à France Travail, on en voit dans des hôpitaux, on voit dans des grandes structures qui ont du coup les moyens de pouvoir se payer un psy de travail pour le faire en interne. Il y a des gros cabinets de risques professionnels qui embauchent aussi des psys du travail pour développer toute leur branche prévention des RPS et du stress au travail. Et puis il y a des personnes comme moi, psy du travail indépendant, où effectivement, eh bien, on peut intervenir. Et c'est vrai que bah, dans toute cette diversité-là, je suis pas sûr de connaître beaucoup de psy du travail qui soient au chômage ou en difficulté financière, et ça ne cesse que de se développer. Alors, on va pas se mentir, hein, la différence entre psy salarié et psy libéral, bon, c'est vraiment, bon, il y a quand même un écart qui est très très important, mais on peut avoir des salaires tout à fait décents en entreprise ou en tant que salarié sans aucun souci. Je pense que le psychologue, peut-être dans certaines structures, il y aurait peut-être mérité d'être revalorisé, mais j'ai l'impression qu'on trouve ça aussi beaucoup dans des métiers bac plus 5, où des fois je vois des ingénieurs ou des juristes qui ont des salaires plutôt faibles alors qu'ils ont passé beaucoup d'années d'études. Est-ce que c'est une généralité? Je me suis jamais penché sur la question, mais je trouve que d'une manière générale, même en entreprise, les salaires sont tout à fait décents. OK et donc quel est le parcours pour parvenir à faire, ton métier? Ouais, c'est très simple. Parcours classique, bac plus 5 en université, licence de psycho, master 2 de psychologie du travail et de la santé. Il y a énormément d'universités qui le font. Et il y a aussi le CNAM, le Conservatoire national des arts et des métiers, qui du coup ouvre des branches, notamment vis-à-vis des professionnels, et donc en cours du soir ou en regroupement le week-end, pour justement avoir à l'issue un diplôme de psycho du travail. Il faut avoir bac plus 2 minimum et ensuite faire 5 années, 5 ou 6 années, je crois, au CNAM pour obtenir le diplôme qui est très solide. Moi, j'ai déjà pu collaborer avec des petits travail du CNAM et qui ont vraiment une très bonne expertise. Et voilà. Et pour ceux qui voudraient s'y inscrire en Bourgogne-Franche-Comté, restez alerte parce qu'on aura probablement des, des news dans pas longtemps à vous proposer. Et ouais, carrément, voilà. Donc c'est très OK. classique. OK, donc mais pour donc c'est accessible pour les personnes qui souhaitent se réorienter quoi, du coup en cours du soir? Ouais, carrément. Et ça sera plutôt au CNAM parce que à l'université, ben bon, c'est principalement des cours en présentiel. OK, super et donc quels sont les plus grands défis que tu rencontres au quotidien? Moi, je trouve que le plus grand défi en psycho, c'est ce qu'on appelle le raisonnement motivé. Lorsque les gens vivent une situation qu'ils considèrent comme injuste, infondée et où ils sont dans le bon droit de faire autre chose. Julien Pelabert, un négociateur, disait il faut d'abord chercher à comprendre la personne et pas à la convaincre. Lorsqu'on est enfermé dans des raisonnements motivés, c'est extrêmement compliqué de pouvoir se décaler de son point de vue pour adopter celui de l'autre, ou alors adopter un autre point de vue qui pourrait du coup construire autre chose que ce qu'ils vivent dans leur vie professionnelle. Et ça, je trouve que c'est vraiment le plus dur parce que ça prend du temps. On n'est pas du tout sûr de la réussite. Et on voit que les gens sont en grande souffrance par rapport à ça. Et souvent,
on a un petit peu d'avance sur les patients et on se dit, ah là là, mais cette personne-là, elle pense ça. Euh, je pense qu'au fond d'elle, elle sait que c'est pas juste, mais en fait, elle s'accroche à cela parce qu'en fait, elle a construit en fait son raisonnement, son point de vue, sa posture qu'elle a actuellement à partir de ces éléments-là. Et si tu commences à déconstruire en fait tout ça, ben en fait, ça va demander au cerveau d'entrer dans une zone, dans une grosse zone d'incertitude, ce qu'il n'aime pas, de considérer des choses qui étaient peut-être fausses, ce qu'il n'aime pas, et ensuite de comprendre et de s'embarquer dans un autre processus, ce qui va encore lui coûter de l'énergie, ce qu'il déteste plus que tout. Et du coup, c'est vrai que on est vraiment tributaire, et ça aussi, c'est un point que j'aurais pu aborder, de bien comprendre dans notre métier que notre responsabilité ne peut pas prendre le pas sur la responsabilité de l'autre. Et qu'en fait, il y a quelque chose qui est absolument 100% tributaire de l'autre personne qui est en face de nous et de sa capacité à faire des choix par rapport à ce que je viens d'évoquer. Et c'est, je t'avoue, un peu frustrant parce que je pense que comme beaucoup de psy, bah, il y a parfois juste du bon sens où on se dit, oh, cette personne, si elle arrêtait ça et ça, et que si elle faisait ça et ça irait un peu plus vite. Et très souvent, c'est le cas. Sauf qu'en fait, on peut pas le dire comme ça. On est obligé d'accompagner la personne pour qu'elle puisse prendre conscience de ces éléments-là et que d'elle-même, avec ce qu'on appelle une motivation intrinsèque, elle puisse faire le choix avec ses valeurs et ses croyances du coup, de faire un choix différent et de s'embarquer dans quelque chose de nouveau. Et du coup, ça cultive notre patience. Et je suis pas quelqu'un de super patient. Et c'est vrai que c'est un vrai défi, je trouve, de laisser le temps aux personnes de cheminer. Voilà, pour que ce soit vraiment de leur propre motivation qu'ils fassent ces choses et pas parce que ils entendent un psy qui paye X euros la séance, ils doivent pas perdre de temps. Et c'est vrai que ça demande de l'énergie pour ne pas conseiller les gens outre mesure, mais de placer les conseils au bon moment et pas d'une manière prématurée. Et c'est dur hein, de discerner et d'être à l'équilibre par rapport à ça. D'accord, oui, je comprends. Oui, ça doit être, des fois, ça doit démanger des fois de dire des choses, mais il faut attendre le bon moment. C'est ça. Et du coup, quels sont les moments de gratitude que tu rencontres? Franchement, moi, dans mon métier, on voit le changement. Alors, à double titre. Le premier point avec les patients, ouais, on voit les changements au fur et à mesure des mois qu'on accompagne les personnes avec des décisions. On est souvent surpris. Moi, je suis surpris encore ce matin de la manière dont les gens parfois font des choix et qui sont au-delà de ce que nous, en tant que pro, on aurait pu imaginer. Et où ils ont voilà à un moment donné suffisamment de courage et de volonté pour passer à l'action, alors que on savait que c'était bon pour eux, mais on avait imaginé tout un processus au préalable. Et non, ils tapent dans la colline et en fait, du coup, ils arrivent à prendre des décisions éclairées. Et ça, c'est hyper satisfaisant. Et en plus, ça nous donne aussi l'occasion de les féliciter. Ce qui est trop rare en fait aujourd'hui dans notre monde d'une manière générale. Je pense on se dit ouais mais c'est banal, oui mais j'aurais dû le faire avant, oui oui non mais c'est pas grave en fait. Parce qu'en fait si tu n'avais pas fait ce travail peut-être que en fait tu n'aurais jamais pu atteindre cet objectif. Or tu l'as atteint, et ben en fait c'est pas juste normal, non c'est excellent en fait d'arriver à prendre cette décision ou de s'embarquer dans dans ce nouveau chemin. Donc voilà, donc ça c'est vraiment super dans le métier. Et dans l'entreprise, c'est pareil. Dans l'entreprise, lorsque les entreprises veulent bien, ce n'est pas toujours le cas, à ce qu'on fasse le process du début jusqu'à la fin, bah, en fait, c'est trop cool. Parce qu'en fait, en un an, tu peux voir d'une manière très concrète, avec des changements organisationnels qui seront ne coûtent pas un rond en plus à l'entreprise, si ce n'est nos honoraires. En fait, on voit clairement le changement. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, souvent, les salariés sont pas d'accord, la direction est pas d'accord ou comprend pas, les syndicats sont vénères, etc. Et tu arrives là-dedans, c'est le feu partout, c'est la guerre. Tu réunis ces gens-là qui se détestent à la base, tu cherches à comprendre, tu mets en place des process, et des gens, du coup, freinent comme ils peuvent pour pas y aller, mais ils y vont quand même. On les accompagne et franchement, en quelques mois, ce qui est satisfaisant, c'est moi ce que j'aime bien. Alors je sais pas si je me questionne moralement si c'est bien ou pas, mais peu importe. C'est les gens qui au début sont hyper réfractaires. Et puis après, qui viennent, alors souvent, ils viennent pas en réunion de ça, ils viennent te voir à la fin, etc., ou au détour d'un quoi. Vous savez, au début, on n'y croyait pas vraiment, on n'aimait pas votre tête, on n'aimait pas trop ce que vous dites. Finalement, on est quand même bien content que vous soyez là et d'avoir les résultats qu'on a. Et ça, franchement,
là, il y a des petites danses de la victoire qui s'effectuent tout seul dans son coin parce que c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette parce que ça montre aussi la pertinence de notre métier. Moi, je suis un psy du travail parmi des milliers d'autres. J'ai pas réinventé la roue. Les process, je les ai appris en formation, mais j'ai eu d'excellents profs. La formation que j'ai eue à bien des égards était excellente. La production de ressources aujourd'hui, notamment dans le monde francophone, est super par rapport à tout ce qui est psycho du travail. Et en fait, on voit que bah, ça a des vrais résultats en termes d'application concrète dans le métier. C'est pas juste de la théorie, c'est pas juste des concepts voilà, scientifiques comme ça où on réfléchit chacun à son coin. C'est vraiment des choses qu'on peut mettre concrètement en action. Et ça aussi, c'est hyper satisfaisant de voir que la théorie que l'on produit, y compris en université, ben, en fait, elle a des effets très pratiques et concrets dans notre métier. Et c'est quand même le but des études. Super. Et donc, est-ce que tu aurais une anecdote, amusante ou marquante à nous partager sur ton métier? Alors, moi, je sais pas si c'est déjà arrivé. Quand j'ai eu la question, je trouve qu'il y en avait deux. Alors, c'est plutôt dans le cadre de mon cabinet, ça touchera un peu plus de monde. Alors, il s'avère. Alors, attends, parce que là, on se filme et tu vois, j'ai deux canapés. Tu les vois? Oui, oui. Ok. Ben en fait, alors souvent les gens, ils ont encore l'idée culturelle du psychanalyste dans son fauteuil qui prend des notes et du patient allongé. Et du coup, il m'est déjà arrivé, pas beaucoup, mais 2 ou 3 fois que les gens s'allongent naturellement sur les canapés. Et je dis mais non, en fait ça se passe plus comme ça. Mais du coup c'était assez rigolo. Moment extrêmement gênant pour la personne. Mais après, bon, on dédramatise et c'est très cool. Un autre élément, mais qui montre aussi quelque chose sur lequel il faut qu'on soit vigilant, c'est qu'il y a quand même pas mal de personnes qui viennent et qui me disent, et bon, on discute, etc. Et à un moment donné, ils me disent, bah alors docteur, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois dire, etc. Et en fait, ce mot docteur, en fait, il montre que les gens ont pas tout à fait conscience de où ils sont en fait, et que eux-mêmes en fait je pense que si on leur pose la question et je leur dis et je rebondis souvent, eh bien si on pose la question à quelle est la différence entre un psychologue, un psychothérapeute, un psychanalyste et un psychiatre, eh bien je suis pas sûr que les gens eh bien dans notre culture soient très au clair en fait par rapport aux différences. C'est pas un drame, mais c'est plutôt amusant. Moi, ce truc-là, il me fait rire. Mais quand même, ça doit porter à réflexion de se dire, OK, peut-être que même les gens, par rapport à la santé mentale, à quel professionnel est pertinent dans quel cadre, eh ben ça, en fait, les gens sont pas au clair. Et peut-être que nous-mêmes, en tant que pro de santé, on a à réfléchir par rapport à notre positionnement, par rapport à comment est-ce qu'on se décrit. Est-ce que tout le monde est très clair sur ce qu'est un psychologue par rapport aux autres, etc. Et sans doute, on a des efforts à faire pour clarifier tout cela, afin que les gens soient moins désorientés et puissent être plus pertinents dans leur prise de rendez-vous. Même si la plupart des rendez-vous, même dans ce cadre-là, ils pensent qu'ils voient un psychiatre. Donc, il y a de la perméabilité par rapport à ça. Mais quand même, je pense que ça doit nous alerter en termes de réflexion. OK. Et donc, quels conseils tu pourrais donner aux personnes qui souhaitent s'orienter ou se reconvertir dans ce métier-là? Ça reste des études universitaires, donc c'est quand même un peu exigeant au niveau de l'assiduité, au niveau de la discipline, des lectures sans fin à lire, etc. En plus, moi, je suis pas quelqu'un qui aimait beaucoup l'école, donc du coup, ça a été vraiment la croix et la bannière pour moi, même si j'ai beaucoup apprécié. Donc c'est quand même des études relativement exigeantes, c'est un master 2 et du coup, faut être prêt quand même à faire des sacrifices et à avoir une motivation qui soit saine par rapport à ce métier. Pourquoi je dis ça? Parce que ce que j'ai réalisé au fur et à mesure de mes années de pratique, c'est que il y a quand même parfois dans nos métiers une forme de militantisme par rapport aux salariés, par rapport à certaines obédiences politiques, etc. Je dis pas qu'on n'a pas le droit on est tous teintés, qu'on le veuille ou non, de nos influences, de nos convictions, de nos valeurs, et j'ai pas de problème par rapport à ça. Mais de ce que je réalise, c'est que il m'a été extrêmement rare de constater de la malveillance absolue chez les dirigeants ou chez les managers. J'ai rarement vu de la grosse, et je caricature, de la grosse fainéantise ou refus de travailler chez les salariés. C'est ce qu'on entend le plus, hein, c'est cet écart-là. Mais j'ai plutôt vu des gens qui avaient du mal à se comprendre, qui avaient du mal à se mettre à la place de l'autre, à de mal comprendre l'impact de leur comportement les uns avec les autres. Et au final, à chaque fois dans les gestions de crise, ben, dans les fins d'intervention, souvent les gens disaient ah mais c'est trop bête en fait, on a tellement perdu de temps.
à rester sur nos postures, alors qu'avec avec de l'assistance et de l'accompagnement, on aurait pu régler les choses de 10 mois en arrière. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut être prêt, cette espèce de neutralité active. Je pense qu'il faut être au clair par rapport à ça. Bien sûr on doit défendre parfois des intérêts, mais en réalité, on est plus là pour recréer quelque chose au niveau de l'organisation que de vraiment prendre parti. Et du coup, je pense qu'il faut être clair par rapport à ça lorsqu'on reprend ses études. On n'est pas là pour défendre le bon droit des salariés. On est là pour que le travail soit sain. Et il y a une différence entre le fait qu'il soit sain et le fait de passer du bon temps et que ce soit tout fou dans l'entreprise et qu'il y ait une bonne ambiance. C'est ce que rappelle aussi Adrien Chignard, de mes pairs, qui a un gros cabinet sur Paris. L'entreprise a une vocation, c'est de produire de la valeur. Pour produire de la valeur, il faut préserver la motivation des salariés, de prévenir les risques psychosociaux qui sont inhérents à l'activité. Bah, comment on fait pour pouvoir développer tout cela en restant à l'équilibre et en étant protégé aussi de tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui par rapport au management, etc. On est là parce que sans manager, la structure n'existe pas. Sans les salariés, sans les collaborateurs, ça n'existe pas non plus. Comment est-ce qu'on va pouvoir travailler avec toutes les sphères de de l'entreprise, pour que l'entreprise puisse être préservée et puisse continuer à produire de la valeur. Si vous avez une référence par rapport à ça, une référence récente, même si la théorie est vieille, c'est la théorie des jeux, la différence entre un jeu fini et un jeu infini. Il y a Simon Sinek qui a écrit un livre par rapport à ça. Il reprend une ancienne théorie qui a été nobelisée il y a quelques décennies et qui montre comment est-ce que dans une entreprise, on a une plus-value à chercher ce qu'on appelle un modèle infini, non pas pour ne sans cesse régler des comptes et savoir qui a raison, mais comment faire pour que l'organisation d'une entreprise puisse subsister le plus longtemps possible. Et pour qu'elle puisse subsister le plus longtemps possible, on a besoin d'une collaboration particulière entre chacun et à ce que chacun puisse prendre ses responsabilités pour pouvoir préserver la motivation de tous. Et franchement, c'est hyper intéressant parce qu'au milieu d'un tumulte, d'une tempête où chacun se déchire, très souvent on arrive à une accalmie où enfin les gens se comprennent et où les gens vont pouvoir aller dans la même direction. Et ça revient à la question de la satisfaction. C'est quand même hyper passionnant et hyper grisant de mon point de vue de pouvoir contribuer à notre mesure à cela. OK, super. Merci beaucoup Samuel de nous avoir, partagé tout ça en tout cas. C'était un très Avec bon plaisir. moment. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!